Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. En fait, je voulais juste faire une petite vidéo juste pour donner un peu mon avis sur des fois les petites luttes qu'il y a entre le camp des personnes qui défendent l'empirisme à tout prix et les personnes qui défendent les études à tout prix et les personnes des fois qui chipotent en fait sur des fois le fait qu'il y ait une étude qui vienne contredire des fois quelque chose et qui remettent en fait tout en question, mais quand ils remettent tout en question, ils le remettent en déconstruisant vraiment tout ce qui s'était fait en fait auparavant. C'est-à-dire que l'empirisme en fait ne compte pas du tout. Et par expérience et avec du recul, on a pu voir qu'en fait il y a beaucoup de personnes qui sont basées sur certaines études par moment et qui ont fait marche arrière parce qu'en fait au final on s'est aperçu que l'étude peut-être te démontrait quelque chose, mais que la réalité du terrain était tout autre. Et que des fois il faut se baser plutôt sur quelque chose qui entrecroise les deux plutôt que de les faire se confronter. Parce que des fois en fait on peut avoir une réponse à travers une étude, mais par moment l'étude va peut-être nous amener vers peut-être un chemin qui est un peu plus délicat. Donc voilà, il ne faut surtout pas les mettre en opposition, il faut plutôt voir si elles peuvent éventuellement cohabiter ensemble dans certains domaines, et puis surtout voir si des fois elles peuvent apporter une réponse, parce que des fois on fait des choses de manière empirique, on voit que ça marche, mais on n'a pas d'explication. Et des fois l'avantage d'une étude, c'est que ça nous donne, on va dire, une piste d'explication, parce que des fois vous allez voir, c'est très compliqué avec le temps. On a pu voir que certaines études donnaient des pistes de réflexion, donnaient certaines pistes de réponse, mais au final on s'est aperçu que c'était beaucoup plus complexe, parce qu'il y avait certaines performances en milieu sportif qui pouvaient être vraiment multifactoriel parce que l'étude n'était pas assez complète. Et voilà. Donc pour illustrer un peu mes propos, il y a on va dire, la fameuse bataille quantité et qualité. En athlée, par exemple, en demi-fond, il y a des entraîneurs qui prônent beaucoup plus le volume, vraiment faire beaucoup de travail en fait en amont. Et d'après des études qui ont été faites dans les années, je crois c'est les années 80 de mémoire, ils ont démontré que la qualité, alors 80-90, la qualité était beaucoup plus intéressante et qu'on arrivait au même résultat. Et je sais qu'en France, les méthodologies d'entraînement avaient beaucoup changé entre-temps. Et résultat, c'est que, bon, alors c'est vrai que sur l'étude, on va dire ce qui se passe sur le plan cellulaire, on peut s'approcher, entre guillemets, d'un résultat similaire. En revanche, il y a d'autres dimensions qui ont été occultées par cette étude, ou cette observation, on va dire, de terrain. C'est que, en fait, l'être humain ne se résume pas à un tube à essai. Et tout le travail, en fait, de volume contribue à un autre domaine dont on ne parle pas beaucoup, c'est la dimension psychologique. Quelqu'un qui a travaillé d'une certaine manière va peut-être sur le plan psychologique lui donner un peu plus d'armes et lui donner une dimension, on va dire sur le plan du mental, qui sera complètement différente. Et ça a été occulté par l'étude, parce que l'étude se base vraiment sur ce qui se passe en fait dans la cellule, alors que rester sur certaines séquences, les faire durer et les répéter, forge autre chose que la dimension dite physiologique. Et donc, par moment, il faut savoir aussi se remettre en question. D'ailleurs, ces derniers temps, dans le milieu de l'athlé, en demi-fond, on a vu un petit retour en arrière sur certaines méthodes, heureusement. Mais il a fallu qu'on perde entre 15 et 20 ans et qu'on passe cette période dans laquelle une génération a été amenée sur des méthodologies qui n'étaient pas forcément adaptées. Et donc c'est pour ça que depuis pas mal d'années, sauf maintenant ça commence à revenir, on n'a pas eu vraiment de très grands coureurs sur les distances longues. Moi je parle de coureurs formés ici, hein, je ne parle pas des personnes qui prennent la nationalité française au dernier moment, alors qu'ils se sont tout le temps entraînés au Maroc à Ifrane et qui sont arrivés dans les années 90 pour compléter les équipes de France, hein, sachant que dans leur carrière ils ont eu deux nationalités entre marocain et français. Donc voilà, bon, il n'y a que dans l'athlète que ça se passe, parce qu'au football ça se passe pas trop. Si tu commences à courir ou jouer quand tu commences à jouer pour ton équipe nationale A, c'est fini, tu restes dedans. Non, nous en A, en athlète,
pour des raisons, on va dire, qui sont encore inconnues, entre guillemets. Mais bon, dans les instances, c'est que bon, quelqu'un qui peut arriver en ayant couru pratiquement toute sa carrière pour l'équipe nationale du Maroc va se retrouver en équipe de France, parce que justement, on avait des manques dans les années 90, on avait pas mal de coureurs comme ça. Je vous invite à aller regarder les archives et de regarder certains coureurs qui couraient pour la France dans ces années-là, et vous verrez ce que je vous dis. Voilà. Donc voilà, c'était l'arbre qui cachait la forêt, hein. On faisait ça pour montrer qu'on avait des personnes sur des longues distances, mais au final, c'était des personnes qui n'étaient jamais formées ici. Donc voilà, ça c'est juste pour montrer, en fait, déjà, juste dans cet aspect-là, déjà, c'est très important d'y réfléchir. Et aussi, nos formations, on va dire fédérales, en fait, des fois, ne nous amenaient pas forcément les réponses judicieuses. Ils ne sont pas forcément avec nos athlètes, donc des fois, les réponses n'étaient pas forcément adaptées à la situation. Par exemple, pour illustrer mes propos, là, j'avais une fille qui courait le steeple, qui avait un peu bâclé sa saison d'hiver. Je n'arrêtais pas de lui dire que c'était pas suffisant ce qu'elle faisait. Elle s'était qualifiée au championnat de France l'année précédente sur le steeple. Et là, on arrive sur piste. Elle pensait que ses acquis et ce qu'elle avait fait déjà, ça suffisait pour passer. Et elle est à 15 secondes au-dessus de son record. Elle explose complètement. Et il nous restait plus que 2 dates pour les qualifications. Non, une seule date même, d'ailleurs. Et il nous restait un mois de prépa. Eh ouais. Un mois de prépa. Et c'était mort derrière. Et on était vraiment très loin de se qualifier. Compte tenu, je savais ce qu'elle avait fait l'hiver, je savais ce qui lui manquait. Moi, j'ai fait ce qu'il a à l'opposé de ce que dans les formations on nous avait dit, hein. Quand on est à un mois des échéances, on reste sur le travail de qualité, et puis on ne revient pas en arrière par rapport à des choses qui n'ont pas pu être acquis. Alors que moi, j'ai vu, j'ai analysé, elle manquait vraiment de manière très grossière, en fait, de fondamentale. Je me suis pas pris la tête. Je lui ai construit un cycle sur 3 semaines où elle a bouffé des bornes. Elle a fait un rappel une fois tous les 10 jours, un peu de qualité. Parce que sur les séances de qualité, j'avais vu qu'il y avait la patate, j'avais vu qu'il y avait la puissance. Mais elle avait pris un peu de poids et entre-temps, elle avait vraiment dénigré ce travail-là de fondamental. Et ben, en bout d'un mois, elle est venue, elle a explosé son record, elle s'est qualifiée aux France. Et aux France, elle a battu aussi son record un peu, de quelques secondes, parce qu'elle avait quand même bien travaillé sur le mois précédent. Et donc voilà. Et moi, je savais en la suivant que c'était ce qu'elle avait besoin. En revanche, j'ai eu un athlète où c'était complètement différent. Et c'est pour ça que confronter qualité ou quantité, je vais vous dire que ça n'a pas forcément de sens. Il faut s'adapter par rapport à l'athlète. J'ai eu un cas de figure un peu pareil, d'une méforme en fait avant les compétitions. Je sais que sa saison hivernale était très bien faite. Je sais que sur la transition, ça a été bien fait, ça n'a pas été bâclé. Sauf que des petites blessures sont venues perturber les 1 mois et demi, 2 mois avant les échéances. Et qu'est-ce que j'ai fait? C'est que pour lui, oui, je suis resté sur la qualité. Parce que je savais qu'en fait, le foncier qu'il avait, en fait, j'avais juste besoin de faire des rappels. Je savais qu'il n'avait pas bâclé ce travail-là. Et pour lui, oui, pour qu'il soit en forme pour les qualifications, j'ai dû tabler que sur la qualité pour être sûr qu'il puisse se qualifier sur les championnats. Donc voilà, en fait, les études peuvent montrer une chose, la réalité peut montrer autre chose. Après, nous, on n'est pas cons, hein. Il faut savoir ce qui est adapté par rapport à l'athlète que vous suivez. Il y a des fois, vous allez rester dans votre méthodologie parce que il y a pas de raison d'en sortir. Et par moments, vous allez sortir de votre méthodologie. Vous allez plutôt vous appuyer sur des études qui viennent vous montrer qu'il y a possibilité d'arriver sur un résultat similaire si on travaille de telle ou telle manière. Et ben à ce moment-là, moi, sur le deuxième cas, j'ai plutôt opté pour la qualité parce que je savais que là, ça aurait été plus pertinent. Ça servait à rien de refaire un travail qui était déjà fait, qui était déjà, on va dire, qui était déjà ancré, quoi. Il n'y avait pas de souci. Et pour le cas numéro 1, c'était l'inverse. Il fallait revenir sur ça. Et c'est pour ça que, voilà, quand je vous dis, les études ne sont pas forcément en opposition avec l'empirisme, mais c'est plutôt de confronter les deux, de croiser et puis de se poser les bonnes questions. Et de voir par rapport à l'individu ce que j'applique. Après, bien sûr, j'ai d'autres anecdotes, hein, mais on va passer
on va passer ça parce que la vidéo va être trop longue après. J'ai juste envie de vous parler aussi de quelque chose qui est ressorti là récemment, là, les petites guéguerres en fait dans le milieu de la musculation. Concernant le dos rond ou le dos en respectant les courbures naturelles du dos pour le soulever de terre, hein, s'il y en a qui voient sur quoi je fais allusion. Et c'est pareil, c'est des choses qui sont récentes, on les applique par rapport au dos rond. Il y a des gens qui parlent de ça, il y a même des livres qui ont été écrits sur le fait comment être fort sur le dos rond. Bon ben allez-y, hein, il n'y a pas de souci, faites, il n'y a pas de problème. Mais par contre, faut pas prendre des exceptions comme en fait des généralités. Il y a des personnes qui peuvent avoir, on va dire, d'autres paramètres de la performance leur permettant de ne pas se blesser justement en prenant des postures qui sont un peu particulières. Mais il faut surtout pas en faire une généralité. Et à l'inverse, dans le camp adverse, ces personnes qui prônent que la morphologie pour expliquer les points de force avec la biomécanique, pareil, en fait, il y a d'autres paramètres qui peuvent déterminer une performance qui ne sont pas forcément liés qu'à la morphologie, même si c'est déjà très bien de se fier à ça parce que ça évite certaines erreurs déjà de base. Donc c'est très bien. Mais par contre, oui, c'est clair que la qualité musculaire, les qualités en fait de nos tendons aussi, souple ou pas trop souple, rigide ou pas rigide, épais ou pas épais, va rentrer en ligne de compte. Donc il n'y a pas de souci de ce côté-là. En revanche, faire une petite guéguerre en pensant que l'autre il a complètement faux et que c'est les autres qui ont raison ou vice versa, c'est pas vrai. En fait, il y a des cas atypiques qui vont démontrer que c'est des exceptions qui confirment la règle parce qu'ils ont des caractéristiques qui vont pouvoir montrer que s'ils sortent des canons en fait de l'entraînement, ils sont capables quand même de perfer. Bon tant bien, hein, tant mieux. Hein. Mais il ne faut pas vouloir partir de ces personnes-là qui sont peut-être atypiques et vouloir en faire une généralité. Après, dans les arguments qui étaient un peu fallacieux de la part des personnes du camp, des personnes qui protègent le dos, qui parlent du dos rond en parlant de ça, en disant que finalement ça peut être une méthode. Ils ont pris comme prétexte aussi qu'il y avait beaucoup d'incidents, entre guillemets, beaucoup d'incidents de dos et de problèmes de dos ces derniers temps. Alors, en fait, on va dire dans la période dans laquelle en fait on a beaucoup fait de prévention sur le dos, le dos bien placé, descendre le dos droit ou le dos en respectant les courbures naturelles du dos. Et ils se sont aperçus qu'en fait, il y a certaines études qui ont montré qu'il y a beaucoup de personnes qui souffrent quand même de mal de dos. Mais en fait, là, c'est pareil, c'est biaisé. Pourquoi? Parce qu'en fait, on veut parler d'une pathologie qui est liée à toutes les activités humaines. Le problème de dos, c'est quelque chose qui est lié à plein de choses. Donc, on ne peut pas forcément parler de... On n'a jamais fait autant de prévention et on a toujours mal au dos. Oui, mais le dos, même pour d'autres maladies, des fois, il y a l'aspect psychologique qui rentre en compte. Moi, pour ma part, et dans mon entourage, j'ai pas mal de personnes qui, après une période un peu de stress assez importante, mais sans avoir soulevé de charges lourdes, sans avoir fait des gestes, on va dire, approximatifs sur le plan sportif, on se retrouve après la période dans laquelle on a subi ce stress-là, qu'au moment où on décompresse, des douleurs de dos énormes, surtout dans les lombaires. Donc, résumer ça au fait que malgré toutes les préventions qu'on a fait en essayant de faire respecter en fait certaines courbures naturelles et tatati et tatata, et que ça s'est avéré faux, donc ça veut dire qu'il faut complètement revoir la manière dont on utilise notre dos. Oui et non. Oui et non. Certes, il y a certaines choses qu'on peut faire avec le dos qui vont à l'opposé de ce qu'on nous a toujours dit pour des raisons, on va dire, pour pouvoir un peu les assouplir, aller chercher d'autres angles. Je nie pas ça, il n'y a pas de problème. Mais par contre, dire que les autres sont complètement plantés, c'est pas juste. C'est pas juste. Je pense qu'il faut savoir analyser avec du recul. Et puis, de toute manière, on va voir maintenant, dans quelques années, ce que ça va amener, toutes ces différentes techniques, on va dire, que l'on voit actuellement. Pour faire le parallèle à cette histoire de dos rond, il y a une histoire, hein, il y a une période dans laquelle on ne jurait que par la pliométrie. Et il a fallu attendre pas mal de temps pour voir un peu des dégâts en fait, de la pliométrie. La pliométrie en contrebas, n'importe quoi, des personnes qui se mettaient à 2 mètres, ils sautaient pour, voilà, bam bam, ils renchaînaient, des trucs de fou, hein. Et on faisait ça en fait de manière déstructurée, c'est-à-dire une pliométrie, mais avant ça, on préparait pas le corps à subir la pliométrie. On avait vu que ça permettait de gagner très rapidement en puissance, qu'on pouvait très rapidement être fort. Il y avait des personnes qui faisaient des 400 mètres en foulée bondissante, voilà. Bref, il y avait des trucs, des aberrations en fait dans la préparation physique. Il faut aller voir historiquement ce qui se faisait les gens. Parce qu'en fait, à un moment donné, d'après des études, on avait vu que ça pouvait permettre d'être très fort et de gagner en puissance. Ok, certes, c'est très bien.
Mais maintenant, dans l'application, on va dire pratique réelle, quelles conséquences ça va avoir? Et ben, les conséquences, on les a vues, hein. Quelques années après, il y a plein de personnes qui ont été complètement dézinguées du dos, du genou, des hanches, les chevilles, tout est parti en sucette. Pourquoi? Et ben parce que une étude, elle va te démontrer que c'est bien de faire ça pour progresser, mais de quelle manière on le fait? Moi, je veux bien, pas de souci. Mais dans quel timing? À quel moment de la préparation? Qu'est-ce qu'il faut faire pour préparer le corps à encaisser ce que justement la pliométrie va induire? Voilà. Donc c'est bien de prendre du recul, d'analyser ça et pareil d'y réfléchir. Cette histoire de dos rond, on va voir. Dans quelques années, je vais voir. Je suis curieux de voir. Je jette la pierre sur personne. Tout le monde défend sa position. Mais je suis quand même curieux de savoir ce que ça va faire. Après, il y a eu, pareil, après c'est une question de sémantique, là plutôt, c'est pas une question d'étude. C'est souvent en fait, pareil, nous en tant qu'éducateurs sportifs, et c'est vrai qu'on nous a formés avec la notion d'acide lactique, hein, on nous a beaucoup induit un peu on nous a induit en erreur, des fois en nous expliquant dans la formation que c'était elle qui était responsable de l'arrêt en fait de l'activité. Alors que c'est vrai que pareil, des études ont démontré qu'en fait c'était complètement l'inverse. L'acide, en fait, les lactates viennent de vous rendre, vous aider à aller beaucoup plus loin dans votre effort, et que au final, en fait, il y a d'autres facteurs en fait de la chimie en fait dans la cellule musculaire vont rentrer, vont induire cet état de fatigue et ce blocage après musculaire dans la contraction qui fait qu'après à un moment donné on se bloque. Alors oui, c'est vrai. En revanche, l'avantage de se baser sur les lactates, ça permettait d'avoir un bon indicateur en fait. Voilà. C'est-à-dire que même si c'est pas lui qui était responsable, on va dire, de l'arrêt, l'avantage dans certaines séances de pouvoir mesurer le lactate, c'est qu'on peut savoir par rapport à l'athlète qu'on suit, à quel moment on peut être à la limite de pouvoir poursuivre son effort quand on connaît la limite de cet athlète-là. Et surtout aussi, quand on est sur des distances assez de longue durée, dans lesquelles on sait que passer un certain palier, en fait, ça va être un peu compliqué à gérer en fait la montée exponentielle en fait des lactates. Donc c'était intéressant quand même de l'utiliser en fait. Donc c'est vrai que des études scientifiques nous ont montré qu'en fait c'est pas elle qui est responsable de ça. Tant mieux, c'est bien. En revanche, ça ne veut pas dire que en fait c'est pas un marqueur important pour pouvoir justement sur le terrain l'utiliser en se disant ah bah tiens, si on dépasse peut-être cette quantité de lactate, eh ben on peut peut-être mettre dans la difficulté la personne. Alors bien sûr, ça sera à déterminer avec l'athlète, et puis ça sera déterminé avec le staff aussi de quelle est la capacité en fait de l'athlète à supporter une certaine quantité de millimoles de lactatémie par litre de sang. Voilà. Bref. Voilà, juste une petite vidéo, donc petite entre guillemets, hein, elle devait être petite mais finalement elle est plus longue que prévu, mais j'avais besoin d'éclaircir certaines choses et surtout que vous arrêtiez un peu toutes les petites guéguerres entre une étude, pas une étude, le terrain, pas le terrain. En fait, à un moment donné, il y a des choses qui vont matcher un peu plus chez des athlètes, d'autres un peu moins. En tant qu'entraîneur, on utilise des données scientifiques pour un peu se rendre compte et avoir des explications sur pourquoi des fois en fait certaines choses arrivent de telle ou telle manière. Mais après, on est quand même des entraîneurs avant tout et il faut rester dans ce qu'on connaît, dans ce qu'on peut observer. Et une grosse partie de toute manière de notre travail, il est dans vraiment la base de la pyramide, c'est l'observation. Et ce qu'on applique en fait en entraînement et ce qu'on observe derrière. Voilà. C'est bien de s'appuyer sur certaines études, mais il ne faut pas en faire une religion en soi. Et à l'inverse, il faut que sur le terrain, on soit aussi assez humble des fois pour accepter que certaines études viennent nous montrer qu'il y a des choses qu'il faudrait peut-être faire différemment. Mais même si on doit les faire différemment, c'est d'essayer de l'adapter à nos connaissances aussi de terrain. Voilà. J'espère que cette vidéo, en fait, un peu moins sportive, plus on va dire réflexion en fait sur un sujet dans le sport vous aura plu. Si vous aimez bien un peu ce type de vidéo, un peu où on peut parler un peu plus librement sur des sujets qui gravitent autour du sport comme ça, qui peuvent être à la limite du débat, de la discussion, je suis ouvert et n'hésitez pas à me le signifier sur dans les commentaires. Et puis sinon, si vous avez aimé la vidéo, donc likez-la et partagez au plus grand nombre. À très bientôt. Ciao.